tu es une startup quand tu es en train de construire un business model innovant avec des modèles de distribution qui permettent une croissance exceptionnelle. Tout à fait. Alors, une croissance exceptionnelle, il faut que les gens comprennent. Donc, il y a deux choses, hein. Innovant, croissance. Innovant et croissance, exactement. Je vais donner un chiffre qui est très clair pour les gens. Tu es une startup quand tu réussis à faire au moins 20% de croissance composée par mois. 20% de croissance composée. En français facile, avec un exemple. Un exemple facile, ça veut dire qu'il faut que tous les mois, tu fasses 20% de plus que le mois précédent. Il n'y a pas de descente. Tu fais ça pas… veut dire que si un mois, prenons un exemple simple, le premier mois, tu as fait 1 million de chiffre d'affaires. Le mois d'après, tu dois faire 1 million 200. Le mois d'après, tu dois faire 20% de… Plus qu'un million 200. Parce qu'en startup, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi on veut de la croissance. Pourquoi on dit là le fameux truc que je viens de dire, 20% par mois? Parce que pour conclure sur nous, quand nous on a commencé, on a fait 2 ans où on avait fait on faisait du, je crois, 30% par an, en se tapant, on était à mi-temps. Personne ne voulait nous financer, on ne comprenait pas pourquoi. À l'époque, même toi, tu ne comprenais pas pourquoi. Non, parce que je ne connaissais pas les règles du jeu. Ouais. C'est ça. En fait, pour simplifier… Et pourtant, quand tu disais j'ai fait 30%, c'est pas dégueulasse. Pour un néophyte, il t'aurait dit mais tu as fait 30% de plus. 30% chaque année. À un moment, on est passé de 0, on était à 5 000 € de transaction par mois. Ça a l'air pas mal. 3 millions de CFA, tu te dis c'est pas dégueulasse. Son truc, il y a quelque chose. C'est nul. Non, on va résumer, c'était nul. Enfin, c'est triste, hein, et je suis obligé de créditer des gens comme Oussama qui m'ont appris ça quand j'étais dans The Family. C'est eux qui m'ont appris ces choses-là. Parce qu'à l'époque, je connaissais rien. Et ma chance à moi, en plus, c'est que je parle très bien anglais. J'ai pu après aller regarder les formations de Y Combinator. Donc là, ce que je transmets, tout ça, c'est des choses qui sont connues pour tous les anglophones. C'est juste nous, francophones, personne n'en parle. C'est vrai. Donc pour résumer, la croissance après, donc ça on a fait longtemps et on n'avait pas à lever. Quand on a eu la bonne équipe et qu'on a compris le modèle de startup, donc quand notre CTO Luc nous a rejoint, en 2016, dis-toi que on a commencé en mars 2016, on avait 5 000 € de transactions. On s'était dit il faut qu'on fasse 10 000 € de transactions, minimum par mois. C'est ça qui prouve que tu as une startup qui passe dans ceux qui font des marketplaces. Tu fais moins de 10 000 € de transactions par mois, c'est pas la peine ton truc. Personne ne regarde. Ensuite, il faut faire les 20%. Donc nous, les 20%, ça veut dire… Ensuite, il faut faire les 20%. Donc nous, on est parti de 5 000 € pour que les gens comprennent. En juin 2016, on était déjà à 10 000. Donc on a fait x2 en volume en 3 mois. En septembre, on était à 60 000. Et en décembre, on avait atteint les 80 000. 80-90 000. Donc tu pars de mars à décembre, tu fais 590 000. Donc les gens comprennent qu'on a fait x18. C'est ça une startup. Et là, j'ai pu lever des fonds, j'ai pu nanana. Et c'est pareil après. À chaque fois que tu vois quelqu'un lever des fonds, la question qu'il faut lui demander, tu as fait quelle croissance pour lever? L'entrepreneuriat, si on considère que c'est un sport, les entreprises normales, les PME, etc., c'est une discipline différente des startups. Pour vraiment simplifier. De la même manière qu'en athlétisme, tu as le 100 mètres ou le marathon, tu as le course haie ou, je ne sais pas moi, un autre truc, ce n'est pas les mêmes athlètes. Ce n'est pas le même game. Les règles ne sont pas les mêmes. Donc les règles du jeu d'une startup, c'est tu fais suffisamment de croissance pour qu'on t'autorise et on t'encourage même à ne pas faire de profit. Tu dois croître suffisamment pour avoir une taille de marché tellement importante par ton innovation qu'on trouvera après-demain, d'autres personnes vont trouver comment générer de l'argent. C'est ce qu'ont fait toutes les startups que vous connaissez. Meta, Spotify. Quand ils ont commencé, ils ne faisaient pas d'argent et personne ne leur en demandait. Mais parce que la croissance qu'ils avaient est incroyable. J'aime bien souvent rappeler aux gens, même Meta que vous voyez au Spotify, ces gens-là, nous, ce qu'on a fait, c'était petit. Pour donner un ordre d'idée, une startup normalement, et là on va aller jusqu'au bout de l'exercice, une startup, le jour où tu commences une startup et que tu dis tu veux lever de l'argent, ta promesse indirecte aux investisseurs, c'est que tu vas leur rendre tes volumes, ou en tout cas ton revenu, va être 10 fois ce qu'eux ils ont mis dans les 3 ans. C'est ça la promesse qu'on fait tous. Tout à fait. Quand moi j'ai levé 11 millions, j'ai promis que ce que je fais va valoir 100 millions dans 3 ans. C'est ça la promesse. Et pourquoi? Parce que eux, leur métier, il faut comprendre, c'est des gens, la plupart des startups meurent. Pour faire très simple, 2 tiers des startups meurent, sans ramener rien. 0, walou. Perdu. Complètement. Mais la réalité, c'est que les startups échouent un peu plus que les autres boîtes. Si tu regardes les boîtes normales, je pense qu'on est autour de 60%, startups, c'est 70%. Donc, ce n'est pas si différent. Mais les 10% de différence, la grosse diff, c'est que la plupart des boîtes, pendant 60%, on va dire, le capital qui est brûlé est celui de celui qui fait. C'est pour ça que c'est moins violent. C'est celui qui fait, qui brûle son argent. Tout à fait. Ou les gens tout proches de lui. Et à la fin, si ça meurt, il ne se prend qu'à lui-même. Le problème des startups, c'est qu'entre-temps, c'est l'argent d'autrui qui a été pris.
Tout à fait. C'est là où il y a une grosse diff. Donc, ce que je dis souvent aux gens, il faut faire très attention. Normalement, la promesse pour faire ce que tu dis, ce que j'ai dit là en x10, c'est qu'en tant que startup, quand on prend de l'argent, à partir du moment où tu fais les 1 million, donc j'ai repris de 0 à 1, c'est juste tu prouves que ton truc a de l'attraction, que ça marche. Quand tu as fait 1, donc on reprend juste les millions d'euros pour être très clair pour tout le monde, tu as le sujet de ce qu'on appelle le T2D3. Donc c'est triple, triple, double, double, double. En fait, ta promesse, c'est que sur les 5 prochaines années, tu vas faire tripler la première année, tripler la deuxième année, doubler la troisième année, doubler la quatrième et doubler encore la cinquième. Ouais. Tu sais, si tu fais le calcul, les gens ne se rendent pas compte, mais intellectuellement, ça veut dire que tu passes de 1 million la première, 3 millions d'euros à la fin de la première année, après avoir pris l'argent des gens. Ouais. Ensuite, il faut que tu arrives à 9 millions d'euros la deuxième année. Oui. 18. 18 la troisième. 36. 36 la quatrième. 64. 64 la cinquième. Donc tu dois passer de 1 à 64 millions en 5 ans. Et c'est ça qu'on promet. Hein. Oui. Toute personne que tu vois lever de l'argent, il le sait ou il ne le sait pas, mais c'est ce qu'il promet. C'est ça que tu promets. Ouais. Et c'est ce que Facebook a fait 4 fois ça. Leur première, eux, ils ont fait ça en 3 ans. Amazon l'a fait en 2. Enfin, il faut que les gens comprennent de quoi on parle, en fait. C'est pour ça que... Ouais. Et attention, on ne va même pas aller loin. Wave, ici, a fait ça. En fait, c'est ce que les gens doivent comprendre. Quand ils voient une start-up lever de l'argent, ce n'est pas parce qu'ils sont super bons vendeurs. C'est parce qu'ils ont une super idée. C'est qu'ils ont fait des croissances qui défient l'imagination. Complètement. Et c'est pour ça que les gens ont un espèce de culte pour les start-upers, parce qu'effectivement, si tu y arrives, tu crées quelque chose qui est incroyable. Mais la plupart n'y arrivent pas. Et surtout sur la durée, c'est ça la difficulté. Tu peux le faire. Nous, on l'a fait les 1, 2, 3 années. Mais continue à le faire, mon ami. Toi, je pense que tu es bien placé pour savoir. Passer de 1 à 3, c'est déjà bien. Mais de 3 à 9, mon ami, c'est plus le même sport. Et c'est là où c'est flippant. L'Afrique a le plus besoin de création d'emplois. Donc, je pense que, comme je suis convaincu que c'est plus probable que la plupart des gens fassent des PME et des startups, il faut plus de PME. C'est évident, parce que la question, ce n'est pas vraiment de quoi l'Afrique a le plus besoin. La startup comme la PME peuvent donner des choses à l'Afrique. Mais qu'est-ce que les Africains sont le plus à même de faire? C'est des PME. Objectivement. Objectivement. C'est encore... Et ne serait-ce que parce que la taille de nos marchés est encore pas suffisamment large pour permettre des croissances comme les Américains. Les Américains, tu prends juste Harvard, comme a fait Facebook, avec juste Harvard. J'aime bien rappeler un truc aux gens. Les gens aiment se comparer à Facebook. Mais est-ce que les gens savaient que Mark Zuckerberg, en 4 ans, il faisait déjà 40 millions de CA, de dollars. Quand Yahoo est venu lui dire toc, 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 est-ce qu'on peut t'acheter 1 milliard? En 4 ans. Il y a des boîtes en Afrique, ça fait 20 ans, elles sont là, pas 40 millions de CA. Donc, il faut que les gens comprennent de quoi on parle, en fait. Il y a des échelles dans tout. Et l'unique. Après, le contexte n'est peut-être pas pareil. De quoi? C'est un peu plus difficile en Afrique ou pas? C'est plus dur. C'est pour ça que je dis que c'est moins probable. Si on prend n'importe qui randomly dans la street et on lui dit crée une boîte, le plus probable, c'est qu'il soit adapté pour faire une PME. C'est très rare d'être quelqu'un qui est capable de structurer une start-up et de la faire grossir. Donc, si la question c'est qu'est-ce que l'Afrique a le plus de chances d'avoir, pas forcément le plus besoin, c'est des PME. C'est comme partout d'ailleurs. Pour info, c'est pas seulement en Afrique. Hein. C'est partout pareil. Peut-être que la Chine doit être une exception aujourd'hui, ou l'Inde, parce que c'est des pays qui ont des marchés à la fois assez larges et assez de technologie pour se dire peut-être que là-bas, les PME, maintenant, c'est plus l'époque, c'est l'heure des startups parce qu'il y a des infrastructures et un marché tellement gros que tous ceux qui font un truc qui marche un peu, boum, ça va décupler et créer de l'emploi. Mais à part l'Inde et la Chine, je ne vois pas d'exception à ça. Ton premier financement, ton premier endroit où tu dois te financer, ce n'est pas la banque, ce n'est pas l'investisseur, c'est tes clients. Si tes clients ne payent pas ce que tu vends, tu n'es juste pas un entrepreneur. Point. Après, il peut arriver une situation où tu vends un montant, tu vends assez, mais pas suffisamment pour développer comme tu voudrais. Là, tu peux commencer à dire je veux du financement supplémentaire. Mais ce n'est pas dans l'autre sens. Ce n'est pas je commence par le financement. Le financement, c'est la fin. Et il faut qu'ils comprennent pourquoi. Il y a beaucoup de gens à qui je dois réexpliquer à chaque fois. Un investisseur ne te donne pas l'argent parce qu'il t'aime bien. Encore pire quand c'est un fonds d'investissement, parce que les fonds d'investissement, ce n'est pas leur argent. Les gens qui te donnent l'argent, c'est l'argent des autres qui gèrent. Et souvent des retraités. Des retraités, des fonds, des fonds de pension, ce n'est pas leur argent. Donc, ils ne te donnent pas l'argent
parce qu'ils aiment bien ce que tu fais. Ils s'en ont rien à foutre de ton idée. Et c'est un truc qui à chaque fois me surprend. Je n'ai jamais vu un investisseur me parler de mon idée. La plupart du temps, ils ne comprennent même pas ce qu'on fait en termes d'idées. Ce qu'ils regardent, tes résultats, ton parcours, et à terme, ils regardent dans ta vision ce que tu vas construire, ce que ça peut valoir. Mais à aucun moment, l'idée, ton ingéniosité, ta créativité jouent. On s'en fout royalement. Et donc, du coup, c'est très important pour les gens de comprendre. Je ne connais aucune entreprise à succès qui, à un moment, c'était juste le financement. En fait, il faut que ce soit clair. Si une entreprise meurt à cause du financement, c'est parce qu'elle avait d'autres problèmes. Le financement, c'est un peu comme, tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo d'un scientifique qui disait « Toutes les morts, quelle que soit la façon dont tu meurs, que ce soit quand une voiture te renverse, quand tu t'étrangles ou que tu tombes malade après avoir fait un cancer, cliniquement, la cause de mort, c'est toujours le manque d'oxygène et le cœur qui s'arrête. » Ça, c'est l'équivalent du financement. Oui, cliniquement, quand tu meurs, tu n'as plus d'oxygène, tu n'as plus d'argent. Mais ce n'est jamais la raison. C'est quelqu'un qui meurt ne va pas dire « Ah, je suis mort parce que j'ai plus d'oxygène » alors qu'en fait, il s'est fait renverser par une voiture. La cause n'est pas là. Donc, il faut trouver c'est quoi la cause. Et les entrepreneurs qui se cachent dans le financement, c'est vraiment, de la lâcheté. Et deux, c'est trop facile. Et encore pire, et pour prouver ce que je dis, il faut qu'ils regardent le nombre d'entrepreneurs qui ont eu du financement et qui échouent quand même. Donc, c'est pas genre parce que tu as l'argent que tu vas marcher. C'est ça qui est super important pour les gens de comprendre. C'est de la même manière que ce n'est pas parce que ton corps fonctionne en absorbant de l'oxygène que tu vas survivre. De la même manière, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas réussir. C'est ni une condition nécessaire ni suffisante. C'est bien d'en avoir, c'est un outil, c'est un moyen. Mais avant tout, quand tu fais un business, tu dois avoir des clients qui te payent. Tu peux tourner après sur à quel moment tes clients vont te payer suffisamment. Mais il faut que ce soit tes clients qui te payent. Je répète, en tant qu'entrepreneur, on a tendance des fois à n'être que notre boîte. On n'est que notre boîte. Et c'est ça qui crée énormément de souffrance. Moi, personnellement, c'est ça qui me faisait beaucoup souffrir, c'est que je me disais, mais si ma boîte peut mourir chaque année, donc je peux mourir chaque année. Comme disait ma psy, j'étais quelqu'un qui était dans une survie permanente. Chaque année était potentiellement ma dernière année de vie. Et les gens ont du mal à le croire, mais parce que quand tu es entrepreneur, tu as l'impression que si tu foires, tu ne vaux plus rien pour personne. Tu n'existes plus économiquement, tu n'existes plus socialement. Quand on te dira à un dîner, tu fais quoi, tu ne sauras plus quoi répondre. Tu vois, c'est ça le point dont il est question. Les gens ne voient pas quand tu es entrepreneur que à chaque quasi mort de ta boîte, c'est ta quasi mort. Deuxième mythe qui est horrible pour moi, c'est quand je suis entrepreneur, je vais être libre. Ça, en fait, tu vois, non, ça, les fois, les gens me disent ça, j'ai envie de les gifler. Enfin, clairement, parce qu'en fait, c'est que aucun entrepreneur peut te dire ça. Tous les entrepreneurs, là, quel que soit notre âge, notre succès, notre échec, te diront, il n'y a pas un moment où tu es plus dépendant des gens que quand tu es entrepreneur. Parce que tu dois rendre des comptes à des clients, des employés, tes clients, tes employés, tes investisseurs. Tout le monde dépend de toi. En plus de ta vie perso. Quand tu es salarié, c'est le moment en fait où, quand tu as fini de poser ton travail, là, tu as fini la boîte échoue, la boîte réussit, toi tu as toujours ton salaire. Voilà, toi tu vas chercher salaire ailleurs s'il faut. Donc la liberté est c'est l'endroit où tu es le moins libre en tant que fonction entrepreneur. Moi ce que je dirais, c'est que le mot liberté n'est pas approprié. Si ça marche, j'aurai des options. Tu pourras choisir plus. Tu auras plus de choix. Tu ne seras pas libre. En fait, il faut vraiment qu'on arrête de dire aux gens, moi par exemple, je ne dis plus aux gens, je vais être libre en tant qu'entrepreneur. Même l'indépendance financière que tu aurais en devenant entrepreneur, dans le meilleur des cas, sachant que c'est moins de 5% d'entrepreneurs qui sont indépendants financièrement, ce n'est qu'un choix. C'est-à-dire que tu as plus de choix. Mais tu n'es jamais libre. Comme on dit, tu ne vas pas avoir des idées originales si tu consommes les mêmes choses que tout le monde. En fait, nos cerveaux sont des fonctions de qu'est-ce qu'on met dedans. On est différents tous au départ, mais si on consomme tous la même merde, à la fin, on va tous chier la même merde. Et c'est ça le gros problème pour moi de beaucoup de gens, c'est que il faut pas faire attention sur qu'est-ce qui rentre. On fait très peu de régime sur ce qu'on regarde, ce qu'on consomme. Moi, je suis hyper chiant là-dessus. C'est-à-dire que typiquement, pour te dire, par exemple, avant, j'étais en mode, je lisais beaucoup de livres, tout le temps. Je lisais un livre par semaine. Ok. Ça, c'était pendant des années, j'ai fait ça. Maintenant, j'ai arrêté ça complètement. Mais c'est une étape. Quand tu es jeune, je pense que tu as besoin de consommer beaucoup pour te faire ton opinion, ton goût. Il faut que tu aies encore du volume. Il faut du volume pour te faire ton goût. Quand tu as beaucoup lu, tu te rends compte que la plupart des livres sont pas si intéressants que ça. Même les nouveaux, mais qu'il y en a quelques-uns qui sont exceptionnels que tu as envie de relire tout le temps. Donc, ce que moi, je fais maintenant, c'est que pour chaque nouveau livre que je lis, j'en lis un ancien. Ok. Que j'ai déjà lu et que j'aime beaucoup.
Donc, j'en ai une petite base là de 15-20 dans lesquelles je tourne. Des noms comme ça? Bien sûr. Alors, mon top 1 que je recommande à tout le monde à chaque fois, c'est les 7 habitudes de ceux qui entreprennent. Ouais. Stephen R. Covey. Ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Exceptionnel. Okay. La Bible. Pour moi. Ah ouais? Ok. Je le relis quasiment au moins une fois par an. Je crois que j'ai dû faire qu'une année où je l'ai pas lu. Incroyable. Et même aujourd'hui, des fois, il y a des passages que je lis, je dis ah oui, purée, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça. Ok. Ça. Un que je relis beaucoup, Les Chemins de la richesse, Napoléon Hill. Ok. Dans l'heure actuelle, un que je recommande beaucoup, c'est toute la littérature de Nassim Nicolas Taleb. Donc Black Swan, Antifragile, etc. Je les ai jamais lus. Ouais, alors, par contre, il faut être psychologiquement prêt. Hein. Franchement, c'est un gars qui fait de la statistique et de la théorie sociologique. Donc, c'est pas digeste. C'est pas le livre digeste. Mais c'est un de ceux qui a une vraie conviction sur comment on gère l'information à l'heure actuelle et comment tu te structures intellectuellement. Ok. Donc, c'est un vrai truc d'intellectuel. C'est pénible à lire. Hein. Moi, un livre de Nassim Nicolas Taleb, ça me met des fois 5-6 mois. Ok. C'est hyper lourd. C'est pas fun. Mais en termes de quand t'as fini de lire, ce que t'as pris dans le cerveau, c'est quand même lourd. Après, en termes de consommation plus légère, parce que je lis pas que des livres, j'essaie quand même de lire tous les soirs. C'est vraiment le truc important. Faut que je lise tous les soirs. Ok. Quelque chose. Après, t'as ce que je lis je fais attention à qu'est-ce que je regarde pour me divertir. Ça, c'est un premier point. Je ne me divertis pas de tout ce que je trouve drôle. Tout ce qui m'intéresse, je ne le regarde pas. Je regarde les choses si je pense que dans le divertissement, je vais y apporter une profondeur particulière. Je donne un exemple. Par exemple, les séries, j'aime bien regarder les mêmes séries ou des séries qui ont passé le preuve du temps. Du coup, ça m'arrive. Par exemple, là, il y a la nouvelle saison de The Boys sur Amazon. Amazon Prime. Très bien, un truc de super-héros déjanté, qui a une très bonne critique du capitalisme, je trouve. Et que j'aime bien les super-héros, donc je trouve que ça collait très bien. Nouvelle saison est sortie. J'ai repris les 3 saisons d'avant avant de regarder. Donc, du coup, ce réflexe fait que, par exemple, même quand je regarde une nouvelle série, je vais regarder ce que j'ai regardé avant et je vais essayer de voir qu'est-ce que je n'avais pas vu. Donc, ça force aussi, même quand je me divertis, et ça me fait toujours rire ma copine, c'est que je lui dis toujours, même quand tu te divertis, je le fais avec concentration. Je suis pas un gars qui, tu ne verras jamais regarder un truc en même temps, avoir mon téléphone, ça, c'est comme ça que tu deviens un amaldem, on appelle ça au Mali, mais je sais pas comment on appelle ça. Quelqu'un qui a aucune attention. C'est les gens qui arrivent à rester concentrés sur rien. Et c'est la chose que je referai absolument. S'il y a une chose que j'aurais dû faire plus, évidemment, c'était la pub sur les réseaux sociaux. Je regrette profondément que quand en 2016, 2017, quand on a commencé à faire de la pub sur Facebook, j'ai mis 250 € par mois. J'aurais dû mettre tout l'argent que j'avais. Et pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce qu'à cette époque, 250 € te ramenait 100, 200 000 vues sur Facebook. Il n'y avait personne qui faisait de la pub. Sauf que comme c'était inconnu, on ne voulait pas miser à plein temps dessus. On n'a pas mis tout notre argent dessus. On a mis un petit peu d'argent aussi à côté sur, tu sais, des événements physiques. On a testé un petit peu de presse, des conneries comme ça. Si j'avais su, on me remet à la même situation aujourd'hui, je prends tout l'argent que j'ai et je mets parce que, et ça c'est une leçon que je peux donner aux entrepreneurs, si tu as quelque chose qui marche, un canal, un produit, il faut tout donner dessus à fond parce que tu ne sais pas combien de temps ça va marcher. Donc ça c'est l'autre entrepreneur que je regrette de ne pas avoir poussé plus, c'est peut-être avoir utilisé le fait, parce que je ne me rendais pas compte que c'était une époque où c'était rare. Nous, on se disait, ah ouais, 50 €, t'as quand même 30 000 vues, c'est pas mal. Mais si tu dis ça à quelqu'un aujourd'hui qui met 50 € de pub et qu'il a 20-30 000 personnes qui voient, il va te dire, mon ami. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir à l'époque. Et maintenant, c'est pour ça que, par exemple, c'est la même raison qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai créé un compte sur TikTok. Parce que je ne veux plus être dans la situation où, quand un truc commence et ça commence à prendre, j'y vais pas parce que je me dis, c'est pas encore le truc. Je me mets dessus tout de suite et j'espère bénéficier de la vague quand elle va monter. Faites plus de choses que vous n'en consommez. Faites plus de choses que vous n'en consommez, c'est-à-dire. Ouais. Après avoir passé 2 heures à nous écouter, là, ils n'ont qu'à faire 2 heures de taf. Ah, plus de 2 heures de taf. Ok, j'ai capté. Moi, mon inquiétude dans la jeunesse actuelle, c'est que c'est des gens qui consomment énormément, qui font très peu. J'espère qu'ils vont me prouver le contraire. Mais je trouve qu'il y a trop de consommation
y compris sur les réseaux sociaux, trop de temps à regarder, trop de temps à écouter, trop de temps à discuter, très peu d'action. Faites des trucs. Foirez-vous, vendez des trucs, achetez des trucs, courez dans la rue, faites des trucs. Do shit, comme on dit. Parce que moi, c'est vraiment ça le truc qui, moi, je pense, de tout ce que je viens de dire là, je sais pas à quel point c'est perceptible pour les gens, mais je tente plein de trucs. Je me foire beaucoup. L'opération. Mais ce qui nous a distingués de tous les autres, tout au long de notre vie, c'est qu'on fait des trucs. On n'est pas là, et c'est le danger quand les gens nous voient aujourd'hui, tu vois, ils me voient parler, on croit que c'est ça le taf. C'est parler. Encore pire, c'est écouter, ou c'est lire. Lire, là, ça, c'est après que j'ai fait tout le taf que je lis à la fin de la journée. Mais ma journée, c'est pas ça. Donc, pour moi, do shit. Sois toi-même, fais des trucs que toi seul peux faire. C'est s'il y a vraiment le dernier truc, c'est fais un truc que toi seul peux faire. Les autres n'ont pas le courage, n'ont pas envie, tout le monde s'en fout. Fais-le. Et je pense que si les gens ont besoin d'un baromètre, mais c'est très dur, c'est les résultats. C'est l'impact. Alors, on en a parlé dans l'épisode spécial sur l'impact aussi en disant ce qui compte au final, c'est quel résultat tu crées, pas seulement quel effort tu mets. Donc, si on devait simplifier action versus mouvement, souvent je dis aux gens, c'est résultat versus effort. C'est ça. Parce que le mouvement peut être, tu restes sur place, mais tu fais beaucoup d'efforts, mais l'action te fait avancer. Est-ce que j'avance vers là où je veux aller? Par exemple, je pense que moi, je trouve qu'en Afrique, on a quand même une façon de faire du business qui a un gros atout, c'est qu'on a un business chaleureux. Ouais. Là, tu l'as senti en Côte d'Ivoire? Toujours. Ok. Et ça, je trouve, partout où j'étais en Afrique, même chez les anglophones, là, les Kenyans, ils sont un peu secs. Mais même eux, c'est quand même, ça reste toujours quand même plus chaleureux que leurs potes juste à côté, les Indiens. Ça reste plus chaleureux. C'est quand même un peu... Si tu fais du biz avec un Kenyan, ça rigole beaucoup moins que si tu fais du biz avec un Nigérian. Ok. Il faut le savoir. C'est beaucoup moins détendu. Mais il y a une chaleur dans le... Et c'est ça, je pense qu'il y a de la valeur, surtout dans un monde, et là, je vais peut-être un peu loin, mais dans un monde qui va être de plus en plus automatisé. Ben oui. Informatisé. Tu parles de l'humain, c'est, pour moi, la contribution de l'Afrique au monde, c'est ça. Exactement. Je pense garder cette chaleur humaine et cette comprendre de, en fait, quelque chose que tu racontes là, t'as un cœur, t'as des kiffs, t'as des peurs, et je te vois. Ce truc-là, je pense que si on réussit à le mettre autour de notre notion de business, on va aller beaucoup plus loin que beaucoup de gens. Et ça, c'est quelque chose mais qui va demander je veux dire, beaucoup de syncrétisme. Ça va pas être un truc qui va être naturel. Ça va pas être juste un gars va dire ça et tout le monde va reprendre. Ça va pas être on a toujours fait comme ça donc on fait comme ça. Ça va être un mélange. Un peu comme nos langues. Tu vois, là, le Nushi en Côte d'Ivoire, par exemple, tu vois, c'est des mélanges. Tu vois, je pense que c'est quelque chose comme ça qu'on va réussir à faire d'un point de vue business. C'est-à-dire que, à force d'avoir de plus en plus de businessmen de nos zones qui vont ailleurs, qui vont faire du biz ailleurs, qui ramènent certains réflexes, certains trucs, on va venir avec des concepts, on va venir avec des façons de se comprendre. En disant, ça, c'est pas chez nous, ça. On fait pas ça comme ça. Tu sais, quand tu es un être humain, dans tous les cas, le monde essaye de te changer. Ou tu rentres dans le moule. Tout à fait. Le monde aime que tu rentres dans les cases. Le problème, c'est quand, en plus, tu es une minorité, tu sais pas si ce qui te déborde, c'est ta couleur ou c'est ta personnalité. Dans toutes les interactions, tu ne sais pas si c'est ta couleur qui fait qu'il y a un problème ou si c'est toi. Exactement. Alors que quand tu grandis en majorité, tu sais que c'est toi, c'est pas ta couleur, c'est pas un sujet. C'est pas le sujet, exactement. C'est pas le sujet. C'est juste, donc tu peux défendre ce qui est toi sans devoir défendre ta couleur. Alors que les gens se retrouvent souvent en France, aux États-Unis, en fait, à défendre leur couleur au lieu de défendre leur personnalité. Qui ils sont. Franchement, moi je compatis, hein. Franchement, mes cousins et d'autres qui ont grandi ici, enfin, les problèmes d'identité qu'ils ont sont lourds. Et c'est pas des trucs en plus que, pour moi, je suis une thérapeute depuis des années, déjà moi j'ai du boulot. Eux, le boulot qu'ils ont en plus. C'est pour ça que moi je dis souvent, moi personnellement, c'est pour ça que j'ai choisi, j'ai dit bon, moi dans tous les cas c'est sûr, mes enfants là ils vont grandir, les noirs sont la majorité des gens. Quand tu es minoritaire économiquement, je m'entends. Parce que la vérité, par exemple, les gens vont me dire, mais les juifs ça va très bien, parce qu'ils sont majoritaires économiquement. Ils sont minoritaires en numéraire, mais majoritaires économiquement. Quand tu es minoritaire économique dans n'importe quelle société, c'est très difficile que tes attentes collent. Parce que tes attentes de respect en tant qu'être humain ne matchent pas de ton pouvoir de décision. Encore une fois, dans le leverage. On manque malheureusement, cruellement, encore trop de leverage pour que dans ces environnements-là, je puisse facilement dire à un noir, tu vas être heureux. C'est ça ma conviction, personnellement. Donc, ça sert à rien de chercher le bonheur ici. C'est ça, conclusion, c'est ça. Si tu peux essayer, mais tu vas être dans un combat permanent contre toute la société. Parce que, et encore une fois, si toi tu réussis, tes enfants vont pas réussir, par exemple. Parce que
eux, ils vont grandir dans un environnement qui, par définition, va essayer de les oppresser. C'est ça qui, moi, a fait que j'ai dit, et je l'ai répété dans plein de podcasts, mes enfants grandiront pas dans un pays où ils sont minoritaires. Il n'y a rien à faire. Même si on doit crever de faim dans un petit coin, au moins on sera entre noirs. Tu préfères être pauvre en Afrique que riche en Occident 100 fois. Ah ouais? 1 million de fois. Mais non. Pour mon enfant? Ouais, non, j'ai bien entendu. Parce que j'ai vu des cousins à moi qui ont grandi ici noirs. J'en connais par exemple une là. Son père a fait Polytechnique. Un des premiers Maliens à faire Polytechnique. A fait toutes les centrales, toutes les grandes écoles, toutes les grandes études. Hyper fortuné. Tout va bien. Mais quand je vois ça, leur relation avec l'environnement dans lequel ils sont, leur position en tant que noirs et trucs, je ne souhaite pas ça pour mes enfants. Parce que l'argent ne peut pas te sauver de la perception des autres. Ça ne peut pas te sauver. Et encore une fois, l'argent n'affecte pas les attentes. Et ce que je dis souvent aux gens, les gens pensent, et c'est l'erreur de plein de gens, c'est qu'ils disent, quand j'aurai plus d'argent, je pourrai remplir mes attentes. Sauf que ce qui se passe, c'est que plus tu as d'argent, plus les attentes augmentent. Plus, et à chaque fois, bam, 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 d'où la souffrance qui ne s'arrête jamais. Donc il faut d'abord que tu baisses les attentes, et l'argent va dépasser les attentes. Moi, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis très content, c'est que j'ai plus d'argent que j'en attends. Donc, je suis là, je fais des trucs en plus qui me permettent de planifier. Mais en termes de bonheur, clairement, pour moi, ça va être très, très compliqué. Et c'est ce que je dis là, c'est même pas seulement pour les Noirs. Il faut se dire que, regarde les Chinois qui viennent s'installer en France. Les gars changent tous même leur prénom et leur nom de famille. Il faut se rendre compte de quoi on parle. Donc, c'est pas quelque chose qui est anodin. Et j'avais vu une étude il y a pas longtemps, vu que tu parles de bonheur, qui est intéressant, une étude psychologique qui disait que l'immigration décuple les effets, on va dire, aliénants chez les gens qui s'approchent de choses comme d'Alzheimer. Parce que c'est déracinant ce qu'on vit quand tu viens. Nos parents l'ont fait ou ont dû le faire parce qu'ils n'avaient pas le choix. Nous, on est aujourd'hui dans une situation où on a quelque part le choix. C'est difficile, mais c'est pas aussi dur que ce qu'ils avaient. Et le problème, c'est que eux, ils ont subi un traumatisme. Ils ont su garder pour eux, dans une certaine mesure, ça a affecté certains d'entre nous. Mais si on ne fait pas attention, on va traumatiser des enfants après nous qui auraient pu ne pas être traumatisés. Moi, c'est ça mon sujet, en fait. C'est de me dire, bien sûr que je veux que si j'ai un enfant demain, il puisse être à l'aise à parler en anglais, en français, il peut être partout dans le monde. Le monde sera son huître, comme on dit. Mais je ne veux pas que pour se construire en tant qu'être humain, il doit d'abord se construire en tant que noir. Je veux que le fait qu'il soit noir ne soit pas un sujet pour lui. Je veux que ce soit ou une fierté ou une évidence. Moi, j'ai grandi au Mali, pourtant tout le monde me traitait de bounty tous les jours que Dieu faisait. Pourquoi? Parce que tu parlais... Parce que j'avais pas d'accent. C'est ça. Ça, en même temps que j'étais un bounty. Mais ça, je préfère ça. Ça, c'était pas difficile. Du coup, ma question, c'était pas est-ce que t'es noir ou pas? C'est est-ce que t'es assez noir? Ça, franchement, ça va. C'est différent de te dire, ce qu'on dit à un enfant noir en France, c'est est-ce que tu es assez français? C'est quoi cette question à la con? Eux-mêmes n'arrivent pas à définir c'est quoi être français. Et c'est hyper violent, parce que tu ne connais pas autre chose. Et c'est ça que moi, je veux pas, en fait. Que ce soit français, américain, anglais. L'autre jour, c'est marrant, j'en parlais avec ma copine et je lui disais, franchement, moi, et même, on en parlait, par exemple, je disais, elle me dit, est-ce que l'Afrique du Sud, ça te dirait comme endroit un jour, si on a des enfants? Je dis, mais en fait, même l'Afrique du Sud, je suis pas sûr. Ok. Il y a une majorité de Noirs, mais ils sont une minorité économique. Donc, ils sont eux aussi encore traumatisés, en train de gérer leur traumatisme d'apartheid et autres conneries là-bas. Si je mets mon enfant là-dedans, je garantis pas qu'il sort avec leurs problèmes. Parce que moi, j'ai connu la chance que j'ai eu de grandir dans un pays où, au Mali, après tout, on était noirs. Ok, on n'avait pas beaucoup d'oseille, franchement. À l'époque, moi, j'ai grandi au Mali, c'était l'un des 3 pays les plus pauvres au monde. Donc, c'était chaud. Mais la puissance de grandir dans ces environnements-là, c'est que par contre, tu comprends très vite ce que je disais tout à l'heure sur le leverage. Quand tu es en Afrique, par contre, tu comprends c'est quoi la galère. Même si toi, t'es pas dedans, tu vois bien que tu as de la chance. Personne te le dit. Si on ne te le répète pas, tu vois bien que tu as de la chance. Quand tu vois que toi, acheter quelque chose à manger, c'est jamais un sujet, tu comprends. À moins d'être un obtus idiot, tu as une gratitude de base. Que tu vois que les autres n'ont pas. Et malheureusement, dans un environnement comme la France ou ailleurs, où c'est assez opulent, en fait, tu vois que ce qui te manque. Tout le monde mange. Donc toi, tu vois juste, moi, j'ai pas telle chaussure. Moi, on me dit pas telle chose. Moi, je peux pas aller dans tel endroit. Moi, je fais pas telle vacances. Parce que la base est couverte. Alors qu'en Afrique, tu vas voir les gens qui n'ont même pas la base. Donc, tu commences à te dire, oula, attention, je vais quand même être content d'avoir la base, moi. C'est tout ça mélangé. Parce que c'est pareil, encore une fois, si tu grandis dans un environnement où
tes attentes sont au-dessus, sont dans le top 1%. Parce que les attentes des Français, je suis désolé, hein, je me rappelle quand je suis venu en France au tout début, on avait un pote qui était aussi du Mali, mais qui lui est allé étudier aux États-Unis. Et quand il est venu nous voir au Saul, près de Choisy-le-Roi, après de Choisy-le-Roi, dans la cité de Saul, il est venu, il nous a regardé, il dit, c'est ça votre ghetto là? C'est ça les cités françaises? J'ai dit oui. Il dit, mais mec, il y a une fontaine. Vous avez des petits trucs posés. Il dit, c'est ça votre ghetto, vous? J'ai dit, bah, ouais. Il disait, mais c'est pas le ghetto ici. Et c'était marrant parce que, en fait, chacun a sa perception de qu'est-ce que c'est que la galère. Donc, quand tu es en France, ta perception de la galère est légitime, parce que c'est ton expérience que tu as vécue. Mais je pense que si tu as la chance de pouvoir offrir à tes enfants du recul, en se disant, mais en fait, ça, c'est déjà pas mal, ils apprécieront aussi. Ça veut pas dire qu'ils vont pas dire, merde, j'aurais quand même aimé avoir ça. Mais ils se rendront compte que, quand même, on a eu de la chance.